Exposé, j'ai adoré. Pour ceux qui savent pas, dans l'épisode à l'hôpital, il y a une scène où il passe la série Exposé, donc des petites bribes, hein, histoire de dire. Et il s'avère que la série Exposé est en fait une série fictive dans la série Lost. Donc c'était une petite référence bien sympathique qui m'a vraiment fait sourire lorsque c'est arrivé. Et ça colle très bien vu que l'épisode est centré sur le géant Hurley. Dans le flashback, notre géant donc n'est pas le seul de sa race, donc c'était avant qu'il se fasse exterminer, etc., etc. Et cetera. Et il n'est pas super content d'être brimé par ses frères et du fait aussi qu'ils aient décidé de s'éloigner à tout prix des humains, malgré le fait qu'il est très intéressé par certaines des choses qu'ils ont. Notamment, donc, il y a un petit objet qu'il a qui se fait vite briser, c'est une harpe en or, histoire de faire référence au conte original rapidement. Mais voilà, donc après s'être fait brimer sur sa petite taille par rapport aux autres nains, c'est-à-dire qu'il est un tout petit peu plus petit que les autres, il décide de, euh, de faire un tour dans le monde des humains et de descendre par la tige. Et à ce moment-là, il se fait accueillir au bout d'un moment par le prince James, et non pas le prince David, le prince James avant qu'il ne meure, et sa conquête du moment, Jacqueline, alias Jack. Voilà, donc Jack c'est une femme et c'était une conquête de David. Et il l'embobine un petit peu, il lui donne un petit champignon qui lui permet de redevenir de devenir taille humaine. Donc là, j'imagine qu'ils l'ont pris au pays des merveilles, ça. Et c'est donc en se montrant gentil avec lui, ils arrivent à l'embobiner en lui faisant croire que le royaume a besoin d'argent, bon sachant que le royaume a besoin d'argent, mais en lui faisant croire qu'il lui demande pas ça ouvertement et qui fait ça de son plein gré, etc., etc. Et donc il les conduit dans le Enfin, il les conduit pas vraiment, il se rend, mais ça c'est un petit détail quand même. Et il retourne donc à sa tige géante qui amène dans le pays des géants, et pour prendre quelques richesses pour eux, mais il a attiré les êtres humains, enfin le prince James et Jack avec lui, sans le savoir. Ce qui me fait me demander, ok, les humains pouvaient pas repérer la tige de haricot géant. C'était difficile à voir, c'était protégé par magie ou je ne sais quoi. Bah, parce que mine de rien, c'était pas protégé dans le monde des contes de fées dans le futur. Ce qui a peut-être une explication. J'imagine que comme maintenant Hurley est le seul géant. Je vais l'appeler Hurley, je suis désolé. Pour moi, c'est Hurley, ce type. Il est tellement iconique en tant qu'Hurley. Il s'appelle Anton dans le. Ouais, si vraiment ça vous gêne, j'appellerai Anton, mais pour moi, c'est Hurley, quoi. Enfin bon, il décide d'y aller en mode ultra barbare et de tuer tout le monde. Avec une armée qui les a suivis peu de temps après, et donc ben ils se sentent pas très bien le géant Hurley suite à ça. Sont l'aîné des géants, je sais pas, j'imagine qu'ils naissent comme les nains apparemment, d'après ce qu'on verra à la fin de l'épisode, donc l'aîné lui dit d'aller brûler tous les haricots magiques, et pour éviter que les sales humains viennent répandre leur haine sur le monde. Dans son dernier combat, donc à l'aîné des géants contre Jack, ils s'entretuent en se piquant tous les deux avec l'épée empoisonnée que Jack avait, et et le prince James, très galant et très sympathique, la laisse crever comme une merde en s'enfuyant avec le trésor, qui j'imagine a vite été dilapidé vu qu'ils auront encore besoin d'avoir de l'or auprès du roi Midas après. Mais bon, j'imagine que c'est une autre histoire. Et j'espère, mine de rien, j'espère qu'ils y feront rapidement mention ou un truc comme ça. Mais voilà, il laisse Jack crever ici, et j'imagine que c'est lui qui va reléguer le mot que Jack était un héros et que les géants étaient de viles créatures qui voulaient s'emparer de différentes terres en utilisant les haricots magiques, etc., etc. Voilà, donc ça, à nouveau, sur pas mal de points, ça se connecte bien à tout. Le petit truc que j'aurais à redire, c'est que le personnage de Jack est trop peu développé à mon goût. Je veux dire, on comprend un petit peu que c'est une sorte de chasseuse qui voit plus ça comme une sorte de défi, quoi. Elle aime bien s'attaquer à des défis importants
à chasser, etc. Mais ouais, quoi, c'est trop rapide. Trop rapide ce personnage. On le voit rapidement, on montre rapidement qu'elle est fourbe. Et puis après, elle se bat et elle crève. Ouais, je sais pas, peut-être qu'il sera développé dans de futurs flashbacks, mais j'ai le sentiment que ouais, ça sentait le personnage one shot et puis on n'en parle plus. Je trouve ça un peu dommage. Ça aurait pu être intéressant de développer la psyché de ce personnage-là, de voir pourquoi elle tient absolument à faire ça. Et je veux dire, c'est quand même elle qui a laissé son nom, etc., etc. Donc, ouais, c'est un détail, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est histoire de dire, c'est un bon flashback, c'est un bon flashback. Honnêtement, là, je vais vraiment sur des petits détails qui me gênent un tout petit peu, mais vraiment, c'est un bon flashback. On sent vraiment la peine du personnage d'Hurley euh, qui, euh, qui a vraiment qui a vraiment envie de croire aux humains, qui aime pas la façon dont il est traité et qui se fait manipuler, tout naïf qu'il est. Je veux dire, on ressent énormément de peine pour lui quand à la fin il n'y a plus que lui qui vit, etc. Et ça rajoute au côté tragique de l'épisode où il est apparu, l'épisode 6, où il était déjà un peu touchant. Là, ça cimente bien. Et c'est davantage cimenté dans l'histoire principale à Storybrooke. Bon, avant de passer à l'histoire centrale qui se passe à Storybrooke, j'aimerais rapidement évoquer les deux petites histoires parallèles qui sont avec. Tout d'abord, Emma part avec Rumpelstiltskin à la recherche de son fils. Ils sont accompagnés par Henry parce que bon, pour la première fois, Emma commence à se dire, à avoir une pensée un petit peu réfléchie par rapport à la présence de Cora en disant ah ouais quand même, il est un petit peu en danger mon fils, je vais pas le laisser là. D'accord, très bien. Enfin une pensée réfléchie, je veux dire. C'est pas mal. Enfin, c'est maintenant que vous commencez à vous en préoccuper. Donc ils partent, c'est des petits trucs un peu basiques sur Rumpel qui découvre un petit peu le monde extérieur. Le fait qu'ils finissent en s'éloignant un peu trop de Storybrooke par perdre ses pouvoirs magiques. Donc là, ça le met un petit peu plus sur... il est très, il est très sur ses gardes là, il est pas très assuré, mais et donc voilà, c'est juste histoire de dire ils sont partis, ils y vont, ils prennent l'avion et voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est un début, c'est comme je dis, c'est un petit truc en parallèle, c'est pour instaurer quelque chose qui viendra après. L'autre parallèle, c'est Belle qui est à l'hôpital, qui n'a pas besoin de se faire soigner vu qu'elle va très bien, vu qu'elle a été guérie par Rumpelstiltskin, mais elle est toujours gardée à l'hôpital, ce qui est vachement suspect parce que voilà, tout le monde a décidé de garder secret cette histoire de magie, conte de fées, etc. Et donc ils font croire que c'est une ville normale. Parce que voilà, elle se souvient de rien et ils ont peur que ça la fasse paniquer, sachant qu'elle panique déjà très bien par rapport au fait qu'elle a déjà vu Rumpel faire de la magie à plusieurs reprises. Et il noie pas très bien le poisson, hein. À tel point que le type à la voiture, c'est comme ça que je vais l'appeler, hein, tant qu'il n'aura pas un trait de caractère particulièrement marquant en dehors de ça. Le type à la voiture, donc qui a vu ce qui s'est passé, lui aussi, Rumpel balancer du feu avec sa main, il vient la voir en lui disant ah, moi aussi j'ai vu ça, je vous crois, il se passe quelque chose de bizarre dans cette ville. Et ouais, je sais pas comment ça va se passer cette sous-intrigue-là. Ça sent le truc vraiment qui finira par se tasser au bout d'un moment. Je veux dire, j'imagine que Belle finira par récupérer ses souvenirs ou un truc comme ça, et puis ils finiront par noyer le poisson avec le type en lui faisant oublier ou une connerie comme ça. Bah, je suis sûr qu'ils peuvent lui faire une potion d'amnésie pour certains trucs, j'en sais rien. Je sais pas, ça sent le truc. Ça sent le truc qui est pas indispensable. Je le redis, le cliffhanger à la fin de l'épisode précédent m'a pas particulièrement marqué. Là, j'essaye de faire monter ça. Je me dis, ouais, pourquoi pas, mais je sens que ça va pas me faire grimper au rideau. Dans l'intrigue principale, déjà, Regina vient rapidement voir Blanche-Neige et David, histoire de dire « Ah, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est Cora », et ils leur disent « Ah, ben maintenant on sait », et puis le docteur Hopper est pas mort, et puis youpla boum, ton fils est pas là, il est parti, histoire de dire. Et apparemment, Regina est
est maintenant complètement du côté de Korra, elle suit son plan, elles ont fait une trêve. Je veux dire, apparemment, elle lui a promis de récupérer son fils, même si c'est à cause d'elle qu'elle n'a pas su avoir son fils. Donc ouais, à cause de Korra, apparemment, ils vont repartir sur la même méthode qu'elle avait faite dans l'épisode 2, c'est-à-dire, oh, je vais le prendre par la force en utilisant la magie. Ah, je suis sûr qu'il va être vachement content, t'avais pas compris ça la première fois. Je sais pas, je comprends pas très bien. Ou alors est-ce qu'ils vont essayer de faire une sorte de manipulation psychologique ou une connerie comme ça? Je sais pas trop, je sais pas trop. Peut-être qu'elle joue de bleu jeu, Regina. Je sais rien, j'en sais rien. Pour l'instant, je suis un peu dubitatif. Après, c'est le fait qu'elle fasse une rechute en redevenant un petit peu maléfique, ça me dérange pas trop. C'est juste les motivations sont un peu discutables pour moi. Juste après, Blanche-Neige et David utilisent Crochet pour retourner sur son bateau qu'il a amené et trouver un moyen de repister Korra ou de se défendre contre elle, et ils y découvrent une cage qui renferme Hurley. Hurley qui n'est plus un géant, j'imagine. Bon, il n'était pas un géant sur le navire, j'imagine grâce à un sortilège de Korra qui l'a rapetissé, ou une connerie comme ça, parce que sinon il ne tiendrait pas sur le bateau. Je comprends pas pourquoi, dans notre monde, il est naturellement plus un géant, alors que à nouveau la magie refonctionne à Storybrooke, et bon, il n'est pas du tout venu via une malédiction ou quoi que ce soit, il est venu en bateau comme eux 3, comme les deux autres, donc je vois pas, je sais pas trop, c'est un espèce de sort spécial que Korra a fait pour qu'il soit de taille normale, ou c'est juste une facilité scénaristique pour ne pas avoir à le montrer en image de synthèse géant tout le temps. J'imagine que c'est surtout ça. Donc la clique libère Hurley et étant donné que David est le portrait craché de son frère jumeau James, eh ben il est pas très content de le voir. Il essaye de s'en prendre à lui, mais étant donné qu'il est un peu en sous-nombre par rapport aux autres, il décide de s'échapper. Et c'est là que Regina, qui a eu vent de ce qui se passe grâce à Crochet, vient le voir et lui donne un champignon magique dans, dans dans l'autre sens qui le fait redevenir géant pour qu'il fasse diversion pour je ne sais quoi. Je veux dire, voilà, il dit, ah, ça va faire une bonne diversion, mais on ne sait pas pourquoi. J'espère que ce sera dit dans l'épisode suivant. Mais voilà, je ne sais pas, ça aurait été intéressant de montrer, je sais pas, 30 secondes de scène où elle ou Korra font quelque chose pendant que tout le monde est intrigué par ça, ou je ne sais quoi. Pas, ils ont posé quelque chose dans l'appartement de Blanche-Neige et de David. Peut-être, j'en sais rien. J'essaye de voir ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là. J'espère qu'ils ont fait quelque chose, quoi. Histoire de dire. Donc voilà, donc pendant tout ce temps-là, Hurley, qui est pris de colère, essaye de fout un peu le carnage dans la ville, mais David est là pour essayer de le calmer, de lui dire ce qui se passe vraiment. Blanche-Neige lui parle d'Emma, mais comme elle est pas là, il a du mal à y croire et au bout d'un moment, ils sont un peu forcés de le fuir, et c'est là qu'il y a un échange que j'ai particulièrement adoré, avec donc le roi grincheux qui est complètement perdu dans les différents noms du prince. Attends, ton nom c'est pas James? Ah non, c'est Charmant alors. Non, non, c'est David. David, comme ton nom dans notre monde, oui, c'est le même. J'adore le fait qu'il se moque de cette espèce de milli-milo de noms par rapport au personnage. C'était très drôle ça aussi. Donc, au bout d'un moment, Hurley a fini par récupérer sa taille normale puisque les champignons ne durent pas éternellement. Il n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, celui-là, hein, à peine 15 minutes apparemment. Et pris sous son poids, il se met en danger de mort, en gros, il manque de chuter et il est sauvé par David. C'est ça qui lui fait revisiter son jugement. Et en étant plus ouvert à la ville qui l'accueille, etc., il décide de leur offrir un moyen de rentrer chez eux. C'est-à-dire que avant de mourir, son grand frère avait gardé une graine de haricot magique qu'il pourrait replanter pour recultiver des haricots magiques dans un autre endroit, puisque l'endroit, le monde des géants, la terre n'est plus bonne pour faire pousser un haricot magique. Voilà, donc il leur propose ça et ils s'y mettent.
Et à ce moment-là, Grincheux, qui a eu à peine deux trois répliques avec le personnage, décide qu'ils sont copains, etc. Et lui donne une pioche de nain parce que c'est devenu le 8e nain maintenant. Le 8e nain, et son prénom, parce que comme je sais pas si vous vous en souvenez, mais lorsque les nains ont leur pioche pour la première fois, leur nom, un nom leur est attribué sur la pioche. Et le nom qui lui est attribué à Hurley, c'est Tiny, petit, minuscule, comme, qui est le surnom que ses frères lui avaient donné pour se moquer un peu de lui. Donc c'était mignon ça. Par contre, oui, il y a eu absolument aucun grand rapprochement entre les nains, enfin entre Grincheux et ce personnage. Et donc là, ils font comme s'ils étaient potes, c'est notre 8e nain, etc., etc. Je me dis, ok, ça va un petit peu vite. Ah, histoire de dire, un petit peu vite. Mais voilà, donc ils commencent à travailler sur la terre à cultiver pour faire pousser des haricots magiques. Et on repart sur ce petit dilemme autour de Blanche-Neige et du Prince Charmant. Lui veut retourner au monde des contes de fées parce que voilà, il pense que c'est là qu'est sa place, tandis que Blanche-Neige, elle pense que sa place est là avec sa fille, parce que bon, elle voudrait pas que sa fille aille vivre dans le monde de Storybrooke et elle veut pas la perdre. Donc voilà, c'était à nouveau, on a encore cette espèce de conflit entre ces deux-là qui est poursuivi, donc j'ai bien aimé ça. C'est un épisode très sympa. Vraiment, j'ai pas grand chose à dire en termes de cohérence. Comme je l'ai dit, il y a des choses qui auraient mérité d'être un tout petit peu plus développées, mais par rapport à d'autres épisodes, c'est vraiment pas grand chose. Le personnage central, c'est-à-dire le géant Anton, que j'appellerai Hurley, je suis désolé. Georges Garcia, pour moi, ce sera toujours Hurley. mais voilà, donc Georges Garcia a vraiment une bouille super sympathique. C'est difficile de ne pas aimer ce type quand on voit, il a vraiment une bonne bouille. Tout ce qui lui est arrivé en flashback et ce qu'il vit dans notre réalité, je trouvais que c'était bien fait. Ça passait parfaitement nickel. C'était un épisode très sympathique. Ça a amené pas mal de trucs intéressants pour certains, moyens pour d'autres, mais vraiment, j'ai vraiment aucun grand reproche à faire à cet épisode. Il était très sympa. À bientôt pour l'épisode 14. Ciao!